Hervé Morin, vous avez décidé pour formuler vos vœux de 2012 de recevoir non pas dans votre cuisine, cette année qui serait somme toute trop étroite, mais dans votre salon, 7 Français. Ces 7 Français, vous les connaissez puisque vous les avez rencontrés, mis à part Madame, dans le cadre de votre Tour de France. Ça fait 18 mois que vous sillonnez la France, 18 mois que vous échangez avec les Français, 18 mois que vous les rencontrez, 18 mois que vous participez à des tables rondes. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces Français ? Mon idée est assez simple. C'est que j'ai constaté qu'il y avait un immense décalage entre à la fois le pessimisme incroyable de la société française, le sentiment que de toute façon on ne va pas y arriver, que le monde de demain n'est pas fait pour nous, et l'énergie et la capacité de transformation, l'énergie positive qui peut exister chez chacun d'entre nous. Il y a, à travers ces expériences de vie, des hommes et des femmes qui m'ont démontré qu'on était capable de faire des choses, qu'on était capable de moderniser le pays, qu'on était capable de le faire bouger. Et donc, cet échange-là, que j'ai eu à différents moments en Normandie, lors d'universités d'été, lors d'une rencontre sur l'Ambogé-Seigneur, dans un supermarché, dans le 77, ces expériences-là, ce sont des expériences de nos compatriotes qui sont exemplaires à la fois des difficultés que rencontre le pays et à la fois exemplaires de ce que nous sommes capables de faire. Et donc, on a eu ces échanges. Aujourd'hui, je veux les continuer à travers ces vœux, plutôt que d'avoir des vœux compassés où pendant 3 minutes, je vais souhaiter la bonne année et expliquer quels sont pour moi les grands sujets. J'ai souhaité que nous ayons un échange qui permette, à travers ce moment convivial dans mon appartement, de pouvoir présenter mes propositions pour le pays. Alors on va continuer la discussion et on va la continuer tout de suite avec Catherine Schmitt, qui est sur votre gauche. Hervé. Catherine Schmitt, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors voilà, je m'appelle Catherine Schmitt, je suis assistante de caisse ou caissière, comme vous désirez l'entendre. Vous vous êtes rencontrés comment avec Hervé ? Je peux dire le nom de l'enseigne Oui, ça, honnêtement. Alors, Hypermarché Carrefour, voilà. Et en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, à B2 exactement, à Collégien. Et avec monsieur Morin, nous avons fait une table ronde, c'est cela, avec quelques collègues, mes supérieurs, et voilà. Alors moi, ce que je voudrais voir avec vous, Catherine, c'est le pouvoir d'achat des Français. Puisque tous les jours, vous les voyez passer devant vos caisses. Bien sûr. Tous les jours, ils remplissent des caddies. Et tous les jours, il faut payer le caddie qu'ils viennent d'acheter. Et qu'ils trouvent trop cher. Parce que quand je dis que j'annonce aux clients, ça fait 204 €, enfin 200 €. Ah, j'ai que ça dans mon caddie, c'est pas normal. Bon. Et quelquefois, les clients, ils redonnent des produits en disant j'ai pas assez sur moi. Donc je ressens ce truc-là qui n'est pas... Ça s'est dégradé très rapidement. Oui. Là, ces dernières années, beaucoup plus. Oui. Je le vois même là, en période de fête, c'est... je ressens ce truc que les gens, ils hésitent à acheter, quoi. Ils n'ont pas le pouvoir d'acheter. Ils ne peuvent pas. Parce que tout augmente, sauf les salaires et les retraites. Alors on ne peut pas suivre. Comment est-ce qu'on peut faire, Hervé, pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français aille mieux ? Il ne faut pas se raconter d'histoire. En vérité, quand on a un pays qui n'est pas performant économiquement, le pouvoir d'achat de ceux qui construisent l'économie du pays ne peut pas mieux aller. Ça, c'est le constat de base. Quand vous avez 9 ou 10% de chômeurs, quand vous avez des taux d'activité extrêmement faibles chez les moins de 25 ans, chez les plus de 50 ans, quand vous avez des retraites qui, par le poids des prélèvements, sont amenées à se réduire, bien entendu, tout ça finit par peser sur ce que vit Catherine dans son activité professionnelle. Donc, la première chose, c'est remettre de la performance économique dans le pays. Alors pour ça, il y a des propositions, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais il y a cette question-là. Est-ce que la France est capable de redevenir aussi performante économiquement que les autres pays européens ? Est-ce qu'on est capable d'avoir une balance commerciale équilibrée avec les Belges ? Je pense que ça doit être du domaine du possible. Et pourtant, on a 6 milliards d'euros de déficit. Est-ce qu'on est capable d'avoir une balance commerciale équilibrée avec les Italiens ? On a 3 milliards d'euros de déficit commercial. Donc tout ça est le symbole d'un pays qui progressivement a vu son économie décliner, ce que les Français, eux, appellent la fermeture des usines, les boîtes qui ferment, les délocalisations, etc. Donc ça, c'est le sujet central.
Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est macroéconomique. Mais Macroéconomique. Sur le pouvoir d'achat, il y a 3 choses. La première, c'est que quand vous avez des niveaux d'impôts très élevés, ça finit par grever sur le pouvoir d'achat de chacun. La deuxième chose, c'est qu'il faut changer le mode de financement de notre protection sociale. Pour ça, il faut baisser massivement les cotisations sociales et transférer, ce que je dis, sur la TVA ou sur une fiscalité environnementale, une partie de notre financement de la protection sociale. Ça aura 2 avantages. Le premier, c'est qu'à chaque fois que j'achèterai un produit chinois ou indien dans le carrefour de Catherine, eh bien, les Indiens et les Chinois indirectement paieront une partie de notre protection sociale. Et comme on est un pays de touristes où il y a 77 millions de touristes qui viennent consommer chaque année en France, quand ils iront acheter des huîtres près de Granville, eh bien, ils paieront aussi une partie de notre protection sociale. La deuxième chose, c'est la question du logement, parce qu'on n'en parle jamais. Ah oui, c'est vrai. C'est que, quand on regarde les chiffres, on consacrait en moyenne en 1980, c'est-à-dire hier, hein, bon, presque, quoi, toi tu n'étais pas né, mais sinon, bon, au moment où je passais mon bac, en 1980, on consacrait 15% de son revenu en moyenne pour se loger. Aujourd'hui, les Français y consacrent plus de 30%. Plus de 30%. Il manque plusieurs millions de logements en France. On a parlé il y a très peu de temps de consommer français pour relancer la consommation. C'est Maurice dit oui. Vous en dites quoi? Je dis qu'il sait prendre les Français pour des imbéciles. Excusez-moi, Maurice. Hein. Vous pouvez réagir, Maurice, si jamais... Pour les huîtres, oui. Là, au moins, il y a de la traçabilité. Mais on va prendre les produits du Carrefour du coin. Quand j'achète un pull, est-ce qu'il suffit qu'il ait l'étiquette d'une marque française quand on sait qu'éventuellement, il va être fait en réalité au Maroc ou je ne sais où? Quand j'achète une voiture, je peux acheter une Toyota fabriquée en France et je peux acheter une Renault Faite en Espagne. faite en Espagne. Est-ce que quand j'achète un produit dans lequel il y a 70% de pièces qui proviennent de l'étranger, est-ce que c'est un produit français ou est-ce que ce n'est pas un produit français? On voit bien que la traçabilité, elle est impossible. Moi, je veux bien qu'on m'explique ce qui est vraiment français et ce qui ne l'est pas. Donc pour vous, c'est plus un coup marketing qu'une vérité économique? C'est une, je l'ai dit la semaine, il y a 15 jours aux médias, c'est une escroquerie intellectuelle, aussi simple que ça. D'accord. Alors, Et c'est d'autant plus dommageable de porter ça quand on se dit européen. très bien. Continuons la discussion avec Bertrand Favre. Vous avez 29 ans, vous êtes chef d'entreprise. Quel type d'entreprise vous avez créé? Alors moi j'ai créé un site internet qui s'appelle between.com et en fait on s'occupe de l'emploi des seniors. Donc on aide des seniors, des jeunes retraités ou des gens de plus de 45 ans à retrouver un emploi. Pas vous. Pas moi, Alors, pas encore. Double problématique, c'est la création d'entreprise quand on est jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile en France ou pas? Je veux dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus facile parce que ça a le vent en poupe et je pense qu'on a donné l'envie aux jeunes, mais aux moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de plus de 50 ans qui créent des entreprises aussi, l'envie de créer, de se mettre à son compte, en auto-entrepreneur par exemple, et puis ensuite de créer une structure. Donc c'est pas facile parce que c'est un parcours semé d'embûches, des embûches plutôt on va dire d'ordre administratif, mais je pense que la volonté existe et je vois autour de moi où j'entends dans ce que je fais beaucoup de gens qui ont envie de créer. Et sur la partie emploi des seniors, Alors, qu'est-ce que vous avez diagnostiqué? Pourquoi vous avez fait, expliquez pourquoi vous êtes lancé là-dedans. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai toujours entendu que quand on arrivait à un certain âge, on avait beaucoup d'expérience, mais que finalement, quand on est senior, souvent on a de l'argent parce qu'on est retraité ou des choses comme ça. Et puis dans la réalité, c'est faux. Certains retraités gagnent de bonnes pensions, mais il y a beaucoup de gens qui, à la retraite, manquent d'argent. Et puis, à côté de ça, il y a aussi beaucoup de seniors qui sont chômeurs, donc des actifs, pas des personnes retraitées, des plus de 50 ans, et qui eux ont besoin de travailler parce qu'il faut qu'ils cotisent pour arriver à la retraite. Pour le Pôle emploi, même senior, c'est plus de 45 ans. C'est plus de 45 ans. Donc c'est même jeune, senior. Ils sont à peu près 600 000 par exemple, à l'heure où je vous parle, les derniers chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens de plus de 45 ans qui ont besoin de travailler pour cotiser et qui ont envie de le faire. Et le problème, c'est qu'en face, on n'a pas toujours une oreille attentive chez les recruteurs. Donc mon job, c'est d'aller dire, oui, les candidats seniors, ils ont certains atouts, il ne faut pas les négliger. Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans les entreprises, ceux qui sont cadres aujourd'hui, ils sont plutôt dans la tranche des 30-45. Et l'idée d'embaucher quelqu'un de 55 ans, c'est culturellement compliqué. Parce que quand vous êtes beaucoup plus jeune
vous avez déjà la question de se dire, est-ce que je vais être capable de manager quelqu'un qui va me dire, mais moi j'ai beaucoup plus d'expérience. Et donc, au moment du recrutement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au moment du recrutement, en quelque sorte, ce cadre de 40 ans va se dire, est-ce que je vais être capable de rentrer dans une relation, de manager quelqu'un qui a 55 ans ou 60 ans. Je pense que la première action, ça devrait être une action du pouvoir public, un peu comme ce que vous faites vous au titre de votre entreprise, de dire il y a de la richesse, du potentiel, de l'énergie dans quelqu'un qui est plus âgé que vous, sans que ça crée des relations du travail qui soient compliquées parce que vous êtes plus jeune. Je ne crois absolument pas à un dispositif particulier. On revient toujours à la même question, c'est est-ce que la France est capable de créer de l'emploi, donc est-ce qu'elle est capable de gagner des parts de marché lui permettant de créer le travail. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en France, beaucoup de gens, comme vous le savez, je propose la semaine de 37 heures. Ouais. Alors ça va faire râler Catherine de savoir que je propose qu'elle va bosser 2 heures de plus. Mais je dis, il faut qu'on travaille plus pour qu'on soit plus performant et qu'on soit capable de retrouver de la compétitivité. C'est parce que les entreprises gagneront des marchés, parce que les entreprises sont performantes, parce qu'on sera capable de vendre nos produits en Europe, qu'on pourra embaucher. Et donc, la question centrale, elle est là. Et donc, il y a pour moi 2-3 mesures centrales. La première, celle que j'évoquais sur les cotisations sociales, et la deuxième sur la création d'entreprises. Alors vous, ça a été moins vrai, mais moi j'ai beaucoup rencontré ça dans les domaines de technologie ou dans des domaines où il faut investir, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme de financement qui permettent aux entreprises qui se créent d'avoir les fonds propres nécessaires pour pouvoir se développer. Parce que s'ils ont les fonds propres nécessaires, ils sont en capacité d'investir, ils sont en capacité de pouvoir accéder aux banques, parce que quand vous avez plus de fonds propres, vous accédez aux banques plus facilement, et on sait qu'il y a un lien direct entre vos fonds propres à la création de l'entreprise et votre développement à 10 ans. Il y a des études économétriques qui sont formidables sur le sujet. Et en France, quand on a 10 ans d'existence, on a en moyenne 20 salariés. En Allemagne ou en Angleterre, c'est entre 50 et 100. Si vous aviez une question à poser à Hervé Morin sur la création d'entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse? En fait, moi j'aimerais savoir, à la limite, c'est dans quelle mesure on peut changer les contraintes administratives, parce qu'on a parlé du mécanisme de financement, mais même avant ça, embaucher quelqu'un c'est difficile, créer une structure juridique c'est difficile, il y a différents statuts, et c'est quelque chose pour lequel tout le monde n'est pas formé, et surtout on se heurte souvent à des mécanismes qu'on ne connaît pas et qui sont longs. Et quand on est une jeune structure, pour se créer, pour se lancer, on a besoin d'aller vite, parce que le marché il est en train de se créer, donc il faut y aller. Là où vous avez raison, c'est que les gens vous disent arrêtez de nous changer les lois tous les jours. Voilà. La stabilité juridique et fiscale, les gens la réclament, c'est même la première demande. Les gens disent mais est-ce que vous allez nous foutre la paix? Est-ce qu'enfin, oui, vous nous changez les règles tous les 3 mois, vous nous changez les dispositifs fiscaux tous les 4 mois, les procédures tous les 6 mois, les normes, les habilitations tous les 8 mois, et on finit par ne plus rien comprendre. Et donc, la première demande du pays, c'est la simplification et la stabilité. Les gens disent, on n'en peut plus de voir les règles changer tout le temps. Et moi, je dis, il faudrait un principe. Quand on a changé la loi une fois durant un quinquennat, on n'y touche plus. Voilà. On va continuer avec Marion. Alors, la jeunesse qui crée avec Bertrand, et là, c'est la jeunesse qui étudie, puisque vous êtes en 3e année de médecine au CHU de Reims. Oui. Vous venez de Troyes. Et je l'accueille volontiers dans ma commune parce que je n'ai plus de médecin dans ma commune. Alors, on va parler justement des numerus clausus et du relèvement. Vous, votre engagement, vous avez un engagement étudiant très fort, et vous dites globalement, nous les étudiants, on a de l'énergie, on a des envies, on veut, et en face... Mon Dieu. Voilà. Concrètement, ça veut dire que c'est comment? Concrètement, on a des idées, elles sont là, on a l'énergie pour le faire, mais on a toujours les portes qui se ferment, comme vous dites. On n'est pas aidé, et même des fois, c'est justement ça le problème. C'est même l'administration qui se repose sur nous, les étudiants. Parce que racontez ce que vous faites dans votre fac, par exemple. Intéressant. Moi, je suis vice-présidente de mon association, et on a organisé un week-end de rentrée de l'Association nationale des étudiants en médecine. Et en fait, l'administration, ils n'ont pas voulu nous donner de salle. Donc on a été obligés de faire notre conseil d'administration dehors ou dans les couloirs.
Parce que des salles, on en a à la fac. Hein. On en a 400 des salles. Alors il ne faut pas me dire qu'ils ne peuvent pas nous prêter de salles. Hein. Mais c'est parce que c'est des contraintes et puis c'est des responsabilités à prendre que l'administration ne veut pas prendre et nous laisse prendre. Et parce qu'il y a la peur et puis il n'y a pas la confiance surtout, c'est ça. Nous, les jeunes, les étudiants, on est l'avenir quand même. On a des idées, on est là pour les défendre, on prend toutes nos responsabilités et après, eux, derrière, ils ne prennent pas les leurs en fait. C'est ça notre gros souci. Vous vous sentez abandonné? Complètement. Le numerus clausus, relever le nombre d'admissions entre la première et la deuxième année, c'est une bonne chose ou pas? Non. Pour nous, on est contre. On a d'autres solutions. Le problème, c'est que nos facs, elles sont surchargées, surtout nous à Reims. On est une zone déficitaire. On sait que le numerus clausus, il s'élève surtout dans les zones déficitaires. Nous, en l'espace de 10 ans, il a doublé. Hein. Nous, nos 6e années, ils sont encore 100. Nous, en 3e année, on est 206. Hein. Donc, nous, le gros souci, c'est que nos capacités de formation, on a atteint les limites de la capacité de formation et du coup... Augmenter le nombre d'étudiants, ce serait finalement avoir un enseignement de moins bonne qualité. Voilà, faire baisser la qualité de l'enseignement. Le problème, même nos amphis sont plus capables de nous accueillir. Nos amphis, ils sont trop petits maintenant. Les profs, il n'y a pas eu de changement en fait. Il y a toujours le même nombre de professeurs universitaires alors que le nombre d'étudiants a doublé. On voit bien en stage, il y a des profs qui sont pas habilités à recevoir 6 étudiants d'un coup. Faut suivre et même les patients, ils sont pas réceptifs quand il y a 6 étudiants en face d'eux et qu'il faut qu'ils se déshabillent, qu'ils parlent, qu'ils racontent leur histoire 20 fois. Ils sont pas réceptifs les patients. Vous voulez devenir généraliste? Tout à fait. Vous avez devant vous un candidat à la présidence de la République. Oui. Votre question, comme ça, sur la santé. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il change? Qu'est-ce qu'on va faire pour favoriser l'accessibilité aux soins à tout le monde? Il y a un problème réel, en effet, qui est qu'on a plutôt le même nombre de médecins que les autres pays européens, mais qui ne sont pas forcément bien répartis géographiquement. Ce n'est pas aussi vrai que ça, quand même. En vérité, même dans les Alpes-Maritimes, dès lors qu'on sort des grandes villes, et même dans Nice, ils souffrent d'un déficit de médecins. On ne doit pas conventionner un médecin qui s'installe s'il est dans une zone excédentaire. La troisième, pour moi, elle repose sur une idée d'internats régionaux. Là aussi, ça dépend de la région dans laquelle on est. Voilà. Parce qu'il y a des régions dont on estime que on est dans des centres hospitaliers ayant une référence nationale élevée, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, et donc on aime. Quand on estime qu'on est dans une région où la référence de l'hôpital est moins bonne, on considère que ça ne va pas être tout à fait pareil. Mais d'avoir des internats régionaux plutôt qu'un internat national. Et que, ensuite, on mette en place des systèmes de bourse, appelons ça comme ça, pour ne pas utiliser des mots techniques, où on dise à des étudiants, comme on le fait pour certaines études, on vous paie vos études, ou tout le moins vous avez une rémunération durant vos études, mais vous avez l'engagement de vous installer dans la région dans laquelle on a financé vos études. Dernière mesure, pour maintenir cette égalité-là, égalité géographique, c'est de mieux rémunérer les généralistes. J'ai rien contre les plombiers, j'ai rien contre les électriciens, j'ai rien contre les garagistes, mais l'heure du médecin est moins valorisé et moins bien payé que l'heure du plombier. Dernière chose sur l'égalité, qui est l'égalité là de rémunération, parce que c'est vrai que de plus en plus on assiste à des phénomènes qui sont constamment donnés en exemple, c'est-à-dire de gens qui refusent de se soigner parce qu'ils n'ont plus les moyens de se soigner. On revient à la question du pouvoir d'achat. Moi, je considère que on pourrait tout à fait imaginer un système, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais un système soit de franchise, soit de reste à charge. En clair, moi je gagne bien ma vie. Est-ce que ce serait choquant si les premiers, je donne un chiffre pour donner un exemple, mes premiers 500 € de dépenses de santé dans l'année ne soient pas remboursés? Alors on va passer de la médecine aux formations, aux professions paramédicales. Avec vous, Rodolphe, vous avez 42 ans, vous êtes de Haute-Vienne, Limoges, tradition de la chaussure. Voilà. Et vous faites des chaussures, vous, sur mesure,
Voilà. Parce que vous n'avez pas le droit à l'appellation de chaussures orthopédiques. Voilà, en fait, je suis devenu sous-traitant en chaussures orthopédiques car je n'ai pu obtenir d'agrément suite au changement des règles d'État concernant la podo-orthèse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pratiquer la podo-orthèse, il faut Un diplôme. Il faut le diplôme du BTS. Or, avant, il existait le diplôme du BTS et on pouvait aussi passer devant une commission qui, elle, était chargée de dire que par rapport aux années de métier que vous aviez vos acquis, vous pouviez avoir le diplôme. Aujourd'hui, les textes sont tellement compliqués qu'on ne peut plus accéder. Moi, ma question, c'est, oui, Monsieur Morin, que pourriez-vous faire pour améliorer au moins ça, ne serait-ce que pour la podo-orthèse, mais tous ces métiers où avant on pouvait, mais maintenant on ne peut plus, suite à tous ces problèmes La administratifs. reconnaissance des acquis. Qu'est-ce Voilà. qu'on peut faire? À travers votre expérience, c'est aussi toute la reconnaissance des métiers manuels, de l'apprentissage, de la validation des acquis professionnels de façon plus simplifiée que ça n'est aujourd'hui. Et là, moi j'ai été plusieurs fois dans des centres de formation pour apprentis et je constate que les apprentis continuent à dire, globalement, on est encore considéré, alors qu'on a un taux d'intégration professionnelle formidable, on est encore considéré comme une filière pour ceux qui ne sont pas capables de faire des études générales. Au lieu d'être vécu comme une filière d'excellence, comme ça peut l'être en Allemagne, où on indique clairement, on indique à la nation que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence qui peut mener au métier d'ingénieur, puisque c'est le cas aujourd'hui. Par contre, ce qui est dommageable pour lui, c'est que ça ne puisse pas exister. Comme nous, dans l'ostréiculture et la conchyliculture en général, les années d'expérience ont compté pour l'installation. C'est-à-dire que c'était un nombre d'heures de formation, des années pour ceux qui passaient par la branche, les jeunes qui passaient par la branche études, c'est-à-dire jusqu'au bac pro, BTS et tout ce qui se passait. Mais les anciens ont été pris en compte au même niveau que ces jeunes-là qui sortaient des écoles, à condition qu'ils aient des années d'expérience. Et ça, je trouve que c'était une bonne chose. Ça existait avant chez nous. Ah bah oui, mais chez nous, ça existe toujours, parce qu'on s'est même beaucoup battu pour que ça existe. Alors, Hervé, il y a quelques instants, vous avez parlé d'intégration. Et justement, ça tombe bien, c'est avec Enoch Effa qu'on va l'évoquer. Vous avez 28 ans, vous êtes champion du monde de boxe française, toujours en titre? En titre, oui. Dans une autre discipline aussi qui s'appelle le Shows Fight. Alors, vous avez créé une entreprise de coaching, vous êtes Voilà. coach Voilà. sportif, Coach sportif privé. privé, et par ailleurs, vous avez monté une association Oui. qui permet l'intégration par le sport. Vous êtes à portée de gants d'Hervé Morin. On s'est rencontrés à Bondy. Voilà. Vous avez rebondi là. Et Voilà. qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander? Bah, pour l'avoir vécu, ce que c'est, j'ai la chance d'avoir 19 déménagements à mon actif, donc il y a d'autres records. Racontez votre chemin. Alors, pour raconter le chemin, vraiment, le sport a été le moyen pour moi d'être acteur de ma vie. Et petit à petit, en fait, je me suis lancé dans le coaching privé, où j'ai rencontré des personnes qui étaient en proie au stress. Pour moi, le stress, c'était un mot ridicule. Je ne comprenais pas pourquoi ils s'inventaient des problèmes. Mais voilà. Mais du coup, j'ai compris. Faites de la politique, vous allez comprendre. Ouais, voilà. Je l'ai compris par la suite. Parce que du coup, les bienfaits du sport, eh ben, ils l'ont manifesté par la suite. Il y a la mairie du 13e arrondissement qui m'a demandé une solution par rapport à la problématique des jeunes qui traînaient en bas dans les halls parce qu'on venait de faire passer la loi sur les regroupements. Ah oui, Voilà. la première loi Sarkozy. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, on va mélanger les deux publics. J'ai demandé au public que je coachais de venir dans les salles municipales faire du sport avec des jeunes et qui m'étaient amenés par des équipes de prévention qui m'expliquaient que c'était des jeunes qui étaient, c'était des Perdus. ours avec des griffes comme ça, Perdus. une espèce en voie d'apparition, voilà. Et du coup, avec le sport et avec la synergie des acteurs locaux, comme les missions locales et ainsi de suite, on a pu accompagner la première année sur 10 jeunes, un petit panel, 7 à l'emploi ou à la formation. Et du coup, les personnes qui étaient en proie au stress, elles avaient du sens, on leur avait redonné du sens à leur quotidien et ainsi de suite, parce qu'elles avaient accompagné, en plus elles avaient bénéficié de séances. utile. Voilà. Et puis du coup, on a expérimenté ça pendant 3 ans. Maintenant, les grandes écoles s'y mettent, des entreprises aussi que je rencontre, soit dans le cadre du coaching privé, ou soit dans le cadre de rendez-vous, qui ouvrent leurs portes.
elles s'y mettent et puis on y est maintenant. Alors je reprends ma question. Qu'est-ce que vous pourriez demander à un candidat à la présidence de la République ? Alors 3 choses, vu que là c'est coaching sportif citoyen. Ah ouais, jamais une seule chose. De toute façon, le président, si ça marche, c'est grâce au peuple, si ça marche pas, c'est à cause de lui. C'est comme ça. Eh bien, je repars. Moi, je suis persuadé, je suis fervent. Je suis persuadé que les valeurs et les méthodes du sport pour tous, comme je dis tout le temps, c'est si la France roulait sous les valeurs et les méthodes du sport, on serait un pays en meilleure santé. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, en parlant de médecin, pourquoi pas faire passer le sport sous carrément, sous ordonnance, Sous forme de thérapie. Deuxièmement, augmenter la responsabilité sociale des entreprises pour qu'elles s'impliquent plus. Parce qu'aujourd'hui, les subventions elles diminuent. Les associations, en termes de business model, elles reposent là-dessus essentiellement. Donc, comment augmenter la responsabilité sociale des entreprises? Et ça, il existe des choses. Voilà. En changeant la fiscalité. Voilà. Il y aura plus, Bon, il y aura plus de sponsoring comme on faisait avant d'ailleurs. On va parler de la fiscalité, Maurice. Je sais que ça c'est un sujet Et qui la vous tient à troisième cœur. chose, est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place, pas une taxe citoyenne, mais il y a une chose qui est phénoménale, hein. C'est que quand vous impliquez un jeune dans la vie de la cité, mais pas dans le sens le bas de l'immeuble, mais dans la vie de sa ville, c'est magistral comment il change du rien au tout. Donc à partir d'un moment, il faut trouver quelle solution on pourrait mettre en place pour inciter les gens à plus participer à la vie de la cité, parce que c'est inconcevable que dans une démocratie, les gens ne se rendent pas aux urnes. Le sport, ça, moi qui pratique aussi régulièrement du sport pour gérer aussi mon stress, je vois ce que c'est. Moi, je suis pour la modification des rythmes scolaires. On a des calendriers scolaires et un rythme scolaire ahurissant. On a le programme le plus lourd de tous les pays d'Europe sur la période la plus courte, 140 jours. La moyenne, c'est 180 jours. Donc, moi, ce que je préconise, c'est l'éducation et l'instruction le matin. Alors, après, les chronobiologistes vous expliquent qu'il faut en faire un peu l'après-midi, mais enfin, peu importe. Mais pour faire simple, le matin, on est à l'école. L'après-midi, dans le cadre de l'école, l'éducation artistique, l'éducation culturelle, l'art et la culture, et le sport. Et l'accompagnement individualisé et l'apprentissage de l'autonomie. Apprendre aux élèves et aux enfants à devenir autonomes. Moi, je pense qu'on a besoin de revoir ce rythme scolaire pour que nos enfants accèdent à l'art et à la culture. Quand on est dans mon village de Normandie, le problème, c'est pas tellement d'avoir des enfants qui ont des repères. Ils en ont globalement parce qu'il y a une vieille tradition rurale. Le problème, c'est leur ouverture. C'est qu'ils puissent accéder à la modernité du monde. Et ça passe par l'art et la culture. Qu'ils puissent accéder à l'émotion, à la connaissance de la diversité, à la modernité de telle ou telle culture. Enfin bref, qu'ils puissent être des hommes et des femmes totalement accomplis à travers la connaissance d'autre chose que les mathématiques et le reste. Il faut qu'on donne de l'autonomie aux établissements pour qu'ils puissent adapter leur pédagogie, leur programme au public scolaire. On n'a pas les mêmes problématiques dans un quartier du 7e arrondissement de Paris et dans une zone urbaine sensible. Comment on fait de l'accompagnement familial, comment on fait de l'accompagnement individualisé, comment on permet à des jeunes d'être extraits de leur milieu pour leur permettre, grâce à des internats, pour leur permettre de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. C'est tout cela qu'il faut mettre en place. Et on voit bien que les réponses ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Moi, je défends, même si ça fait hurler un certain nombre de personnes, que dans certains quartiers, il faut permettre, non pas une scolarisation, mais ce que j'appelle les jardins d'éveil, c'est-à-dire un truc intermédiaire entre la crèche et l'école, pour les enfants de 2 à 3 ans. Quand ils sont dans des quartiers difficiles ou dans des milieux familiaux très difficiles, moi j'entends ce que me disent les profs. Ils me disent, dès l'âge de 3 ans, je sais que ces mômes-là sont déjà en difficulté scolaire. Ils arrivent en maternelle. Et ils ont été dans des familles où on n'a pas échangé 20 mots. Si vous n'avez pas des politiques pour permettre à ces enfants d'avoir autant de chances que les vôtres, eh bien, c'est foutu. Et après, on arrive à des dégâts sociaux et humains considérables. Et pour essayer d'enrayer tout ça, on met des moyens colossaux dont les résultats sont très faibles. Alors, il y a des exemples qui font qu'on passe des wagons de Masséna
au championnat du monde de boxe, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, voilà ce dont on a besoin de construire. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est très important, parce que moi, j'en fais un axe de mon projet politique. On parle de l'engagement des jeunes qui participent à la vie de la cité, etc. Moi, j'étais contre la suppression du service national. Bon. En 97, je considérais que c'était une démagogie absolue. Parce que c'était bien d'avoir ce creuset social, ça permettait en plus à des jeunes d'avoir un permis de conduire pour pas cher, de pouvoir être récupérés scolairement, ça permettait aux bourgeois de découvrir que le monde, c'était pas simplement Neuilly, etc. Bon. On a supprimé ça. Puis ça permettait, moi je me souviens des chambrées où on apprenait à se lever le matin, faire son lit, à répondre à un ordre. Bon, voilà. Bon, ça a été supprimé, c'est une erreur. Revenir en arrière, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de réfléchir à l'idée d'un service civique obligatoire. Ça coûte très cher, et puis surtout, il faut après des structures. Est-ce qu'on a assez de structures associatives pour arriver à mettre ça en place pour 900 000 jeunes par an? Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire. Ce qui est évident, c'est qu'on doit plus globalement considérer que tout ne vient pas de l'État. Que tout ne vient pas d'un État-providence ou d'un chef charismatique qui serait capable de tout vous apporter. Je pense au contraire qu'il faut faire confiance aux corps intermédiaires, aux associations, aux fondations, aux entreprises, aux collectivités locales, aux branches professionnelles, aux syndicats, pour être en situation de créer de la cohésion sociale, de la solidarité humaine qui ne soit pas simplement « je paie mes impôts et j'ai des allocations ». En clair, comment je fais pour que tout ce tissu-là soit facteur de solidarité humaine? Moi, je propose la création, ce sont les jeunes centristes qui me l'ont préconisé, d'un livret d'action solidaire. En clair, on dirait aux jeunes, si vous donnez de vous-même pour des missions humanitaires, de solidarité, en faveur du handicap, en faveur des personnes âgées, vous avez des points, en quelque sorte, qui sont inscrits dans votre livret, et ces points sont convertibles en un certain nombre de choses dont vous pouvez avoir besoin. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, l'engagement, il n'est pas du tout reconnu. Non, voilà. Pourquoi pour les jeunes? Par exemple, ça vous permet de vous financer votre permis de conduire. Ça vous permet de pouvoir bénéficier de votre caution pour votre logement. Bref, que votre engagement au profit de la collectivité soit reconnu. On en parlait quand on était à Reims, où les présidents d'associations disaient on n'est reconnu en rien. Eh bien, je serai reconnu par ce que j'ai fait, par le fait que la collectivité décide de faire un effort pour vous, parce que vous avez su donner de votre temps au profit des autres. Je pense que ça, c'est fondamental. On n'est plus dans une société verticale, avec un chef qui décide pour tout le monde. Même chez Carrefour, ça ne marche plus exactement comme ça. Il y a toujours un patron, mais... Il y a déjà monsieur le directeur. Mais il y a aujourd'hui, par exemple, il y a une hiérarchie, mais la hiérarchie essaie d'écouter un tant soit peu. Oui, la base. Le personnel, par exemple, l'idée du temps choisi. Ça avait été le choix de votre titre du livre, Arrêtez de mépriser les Français. C'était cette idée justement de moins de verticalité, de plus d'horizontalité, de plus de tissu. De reconnaissance, de respect. Les gens, aujourd'hui, ont le sentiment de ne plus être respectés. Le salarié... Non, c'est vrai. Ah, mais moi, je ne dis rien. Ah, moi, je croyais que vous pensiez le contraire. Il acquiesce. Franchement, ah non, je pensais que c'était le contraire. Mais c'est pas valable. Alors, les jeunes des banlieues le disent. C'est devenu leur mot même. Quoi. À une époque, c'était leur mot, respect. Mais ça, c'est pas valable simplement pour les jeunes des banlieues. Le salarié de chez Findus que j'ai rencontré, qui fait un effort à Boulogne pour sauver sa boîte, et dont le fonds d'investissement britannique, après avoir supprimé 10 jours de RTT, 10 jours de RTT en moins pour sauver la boîte, pour qu'elle soit aussi performante que les autres usines européennes, et qu'il part de vacances en ayant fait un vrai effort, où les syndicats sont engagés dans un dialogue avec le patron, avec le directeur général, on signe 10 jours de RTT en moins, des plages de travail plus importantes, la boîte qui investit, tout le monde se dit génial, la boîte de Boulogne, elle est sauvée. Il rentre début septembre, le fonds d'investissement se dit ça y est, la mariée est plus belle, je la vends. Et je la vends à un Allemand, un groupe allemand qui est le principal concurrent, dont on sait que la conséquence va être la fermeture de l'usine. Ces gens-là, ils n'ont pas le sentiment d'être respectés.
C'est un mécanisme d'un capitalisme voilà, qui est immoral, qui respecte plus l'homme. Ces gens-là qui sont pourtant pas des jeunes des banlieues, mais ne sont pas plus respectés. Et le petit patron, face à la complexité administrative, il n'a pas le sentiment d'être respecté. Et la présidente d'association qui fait un boulot au profit de son université, des étudiants, qui permet d'avoir une cafette où on mange pour pas cher, c'est eux qui vont acheter leurs produits tous les jours. Ils ne font pas appel, ils vont au supermarché du coin, si j'ai bien compris, et c'est eux qui font le service, gratuitement. Ah oui. Hein? Ils ont le sentiment que quoi? Face à ça, ils ont une administration qui leur met des bâtons dans les roues pour fermer la cafette. Et la personne de plus de 50 ans a le sentiment de ne pas être respectée, qu'elle a bossé pendant 3 ans et tout d'un coup, un jour, elle a été jetée comme un Kleenex. C'est ça, la réalité. Moi, j'ai aujourd'hui 50 ans passés. Je commence à constater pour la première fois des copains qui ont été avec moi à la fac, qui étaient bons, qui ne sont pas déraillés, quoi, et qui aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, se sont retrouvés virés par leur boîte parce que restructuration, etc., et qui, à 51, 52, 53 ans, sont dans la pire difficulté de retrouver un travail. Eh bien, c'est pour ça que je dis que la demande de reconnaissance, elle est considérable. Alors, elle est salariale, elle est en pouvoir d'achat, mais elle est bien au-delà de ça. Alors vous, c'est un credo en fait. Taxe. C'est un credo, non, parce que trop de taxes. Oui, je pense que c'est pas un credo, non, mais c'est un constat quand même, et puis qui pèse lourd pour nos entreprises, nos petites entreprises, parce que c'est quand même des petites entreprises, généralement familiales. Familiales, c'est sûr. Mais bon, disons qu'on n'a quand même pas une mauvaise chose, mais c'est pas un mauvais métier, c'est pas tout ça, mais on s'aperçoit quand même que maintenant, on ne peut plus non plus faire profiter de nos entreprises, comme on faisait avant avec nos employés, sur des produits, parce que maintenant, on est vraiment surtaxé, quoi. Je dis bien surtaxé. Le produit du travail, parce que bon, les entreprises comme nous, on n'a pas des cursus sûrement normaux pour arriver dans ces choses-là, c'est sûr, on n'a pas... Mais bon, on travaille beaucoup. Ah, c'est pas grave de bosser beaucoup. On travaille beaucoup. Bah, mon père me disait toujours, il ne faut pas compter ses heures. Je ne compte pas mes heures. Sauf qu'il y en a d'autres qui les comptent pour moi. J'ai beaucoup travaillé, donc j'ai gagné un peu d'argent, j'ai placé un peu d'argent, j'ai acheté une maison, j'ai prévu une maison pour mes enfants s'il leur arrivait quelque chose, on ne sait jamais, un accident de la vie, peu importe. Et là, on s'aperçoit que l'État aussitôt dit « Oh, celui-là, putain, il a bien économisé. » Alors là, c'est vrai on se fait super taxer. Ça, c'est complètement normal, parce que cet argent-là, on l'a gagné, on a payé dessus déjà une fois, on repaye une deuxième fois. Et quand on va la transmettre, on va payer une troisième fois. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde ouvert. C'est un constat. C'est pas une philosophie, c'est un constat. C'est un monde d'échange. C'est un monde de concurrence. Il faut donc qu'on soit en situation de concurrence et de compétition égale face aux Européens. Ce n'est pas les Chinois ou les Indiens notre problème. Le problème, c'est ce que je disais au début de la conversation, c'est avec les pays européens à même niveau de protection sociale et à même niveau de salaire que nous. Et on ne l'est pas. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est dire aux Français, dans un monde ouvert, il faut favoriser la production et le travail. Faire en sorte qu'on taxe moins l'entreprise, les salariés qui bossent dans l'entreprise, et qu'on taxe plus la consommation. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'idée aussi qu'on ait une dépense publique plus efficace. Et il y a des facteurs d'économie. Moi, j'ai été mise à la défense, j'ai fait 1,6 milliard d'euros d'économie de fonctionnement sur les armées, en mutualisant, en regroupant, en rationalisant, en supprimant les structures intermédiaires. Il y a aussi des sources d'économie au sein de la sécurité sociale. Moi, je le dis, il faut avoir le courage de le dire, il y a à la fois des fraudes à la Sécu, c'est vrai. Il y a aussi le fait qu'on n'est peut-être pas obligé de donner les allocations familiales à des gens qui ont des niveaux de ressources très élevés. Et la troisième chose qu'il faut dire, c'est que notre pays ne s'en sortira que s'il concentre sa politique sur les PME. C'est là le sujet. Voilà. C'est tout l'objet de mon livre.
un, il faut réduire la dépense. Deux, il faut faire en sorte que on accepte l'idée de concentrer cette politique sur les PME. Et trois, accepter l'idée que dans ce monde ouvert, la France doit avoir un système de formation et d'éducation qui soit efficace. Ça, c'est le troisième sujet. Juste sur la fiscalité, avant de passer la parole à Magali, vous comprenez que ça puisse choquer les Français, et en l'occurrence, Maurice, quand on en parlait pour préparer cet entretien avec vous, c'est que certaines entreprises du CAC 40 soient finalement très peu imposées en France, et que les petites entreprises qui sont créatrices d'emplois, elles le soient considérablement. Eh bien, voilà pourquoi moi je propose un taux plancher d'impôt sur les sociétés. Parce qu'en vérité, le taux sur l'impôt sur les sociétés, il est 33%, et les groupes du CAC 40, grosso modo, les grandes entreprises, sont à un taux autour de 8 à 10%. Parce qu'ils optimisent fiscalement le système. Eh bien, moi je dis taux minimum d'impôt sur les sociétés, 15%. Ça rapporterait à l'État immédiatement 8 milliards d'euros. Alors on va terminer la discussion avec Magali Le Carrérès, qui ne fait pas partie des rencontres de votre Tour de France. Non. Magali, vous avez participé au clip de la Société de la Reconnaissance. Exactement, tout à fait. Oui. Société de la Reconnaissance, qui était la raison aussi d'arrêter de mépriser les Français, le besoin de reconnaissance. Vous avez créé un site internet qui est une sorte de système D pour les foyers monoparentaux quand on a besoin d'aller rendre visite à ces enfants qui sont peut-être géographiquement pas dans le même endroit. Expliquez-nous. Exactement, en fait, il y a tous les 4 ans, il y a 1 million de Français supplémentaires qui sont divorcés. Il faut rajouter la même chose chez les concubins. Et avec la mobilité géographique, les recompositions, les foyers s'éloignent et le papa est à 200 km de la maman. Et ça crée des vrais besoins nouveaux et de vraies attentes. Et c'est donc de plus en plus difficile de maintenir le droit de visite à l'enfant. En fait, voilà, ça devient très compliqué. Donc dans l'idée, c'est moi je suis par exemple locataire à Nantes et je dois me rendre à Rennes. Quelqu'un de Rennes doit venir à Nantes pour faire une visite d'enfant. On s'échange ou on fait du covoiturage. Tout à fait. En fait, c'est un système d'entraide. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure que l'État ne pouvait pas tout faire pour nous. On ne peut pas payer pour tout. On ne peut pas payer, surtout quand on est famille monoparentale. On est plus fragilisé financièrement. Ouais. Donc l'idée, c'était voilà, on est une grande communauté. Donc entraînons-nous. On a les mêmes problématiques. On a un seul revenu pour des charges élevées. Donc l'idée, entraînons-nous. Voilà, l'État ne pourra pas nous aider pour tout de toute façon. Donc, eh bien, si c'est 2 papas qui partent de Paris pour aller ensemble à Rennes chercher leurs enfants, ils peuvent faire du covoiturage. Un papa de Nantes peut venir à Paris et le papa de Paris peut aller à Nantes plutôt que d'aller à l'hôtel, dans des maisons, dans des auberges de jeunesse un peu glauques. C'est plutôt les papas qui se déplacent? Non, en fait, au début, c'était les papas. Et en fait, les mamans se sont inscrites parce que les mamans aussi, parfois, elles ont la garde et elles amènent l'enfant au papa qui ne peut plus venir. Il y a des grands-parents qui s'inscrivent, qui vont, des mamans, une grand-mère de Bretagne. Combien vous avez d'inscrits comme ça? À peu près 1200, voilà, pour l'instant. Mais j'ai travaillé jusqu'à maintenant en parallèle, donc voilà, il faut parce accompagner que vous êtes fonctionnaire en disponibilité, vous vous êtes lancé dans la création d'entreprise. Voilà, une fonctionnaire qui se met au web, effectivement. Alors, il y a dans quelle fonction publique déjà? La Banque Postale. La Banque Postale. Voilà, alors, il y a aussi une thématique, c'est la réforme de la scolarité. Puisque vous, ça vous touche particulièrement, si jamais on commence à déborder sur le samedi, ça va poser des problèmes. Voilà. Vous avez un candidat face à vous, à la présidence, si vous aviez une question à lui poser. Non, c'est vrai qu'il y a la réforme du calendrier scolaire et il a été évoqué l'idée de retravailler le samedi matin, remettre l'école le samedi matin, pour des raisons biologiques, effectivement chronobiologiques de l'enfant. Maintenant, c'est vrai que ça pose la problématique du droit de visite, mais du droit de visite du papa divorcé, quand l'école finit à midi, mais aussi la visite aux grands-parents, aux oncles et tantes. Ça prête tout le lien social qui est un peu en péril. En fait. Voilà, parce que si le week-end démarre à 13h, c'est plus difficile d'avoir le grand-père, le papa divorcé, etc. Donc, de nouveau, un monde individualiste, et c'est vrai que c'est aussi une des craintes. Alors, après, il y a les attentes de l'enfant, mais c'était une des questions. Il y a la question de la garde alternée. Il y a 100 députés qui ont déposé une proposition de loi pour que la garde alternée soit le principe de base, en fait. Et ça peut être une bonne chose. Voilà. Quels sont vos ressentis là-dessus? La première, c'est... Premier message, c'est cette idée du réseau social. C'est-à-dire des solidarités qui sont des solidarités humaines, reposant sur des personnes qui décident de construire ensemble un service, de l'entraide, sans faire appel à des grandes structures et capable de résoudre un certain nombre de préoccupations quotidiennes. La deuxième chose sur les rythmes scolaires, moi je suis pour un calendrier scolaire plus long, une année
140 jours d'école par an, vous vous rendez compte? 180 jours en moyenne en Europe. Et donc, il faut qu'on ait une année scolaire plus longue, avec des programmes plus allégés, et qu'on ait ce double rythme que j'expliquais tout à l'heure. Bon, ça me paraît absolument capital. Sans école le samedi, parce que on voit bien que l'école le samedi, même si on nous explique que ce serait bien, machin, etc., très clairement, ça ne correspond pas au rythme des familles d'aujourd'hui. Pas simplement des familles favorisées qui partent le week-end, mais quand on a un pays d'économie touristique, il faut aussi avoir ça en tête. Il faut avoir en tête, en effet, toutes les familles recomposées, etc. Donc moi, je ne suis pas pour l'école le samedi. La troisième idée que je voudrais partager, c'est de faire évoluer le droit de la famille. Alors Maurice ne va pas être content parce que tout à l'heure, on en parlait avant que les caméras ne soient branchées. Il faut faire évoluer le droit de la famille en fonction de la situation des familles françaises d'aujourd'hui. Je pense que, par exemple, on a besoin de faire évoluer le statut du coparent. Bon. De faire évoluer le droit de succession. Si moi, je viens à élever un enfant de ma deuxième femme, si je puis dire, dans le cadre d'une famille recomposée. Dans le cadre d'une famille recomposée, qu'en fait j'ai beaucoup consacré d'amour et de temps. Comment je peux éventuellement lui transmettre un peu de mon patrimoine le moment venu? Aujourd'hui, les règles de succession qui sont issues de Napoléon font que c'est quasiment impossible, ou alors avec des droits de succession dont on parlait tout à l'heure qui sont absolument abominables. Et donc, moi je présenterai début février mes propositions pour que le droit de la famille et les structures diverses et variées fassent évoluer un certain nombre de règles liées au changement de la famille en France. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette conversation ici, chez Hervé Morin. Je vous laisse formuler vos vœux de fin d'année. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année pour vous, pour votre famille, une très bonne santé. Je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que nous vivons une période de forte instabilité où la France à chaque instant se demande si elle ne va pas basculer dans les plus grandes difficultés, où demain peut être encore plus difficile qu'aujourd'hui. Cette France-là, inquiète, incertaine sur son avenir, je suis convaincu qu'elle a le ressort pour aussi réussir. Qu'on est dans cette espèce de contradiction incroyable d'un pays qui a toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la matière grise, tous les centres de recherche, tous les services publics pour réussir. Cette France-là est capable de pouvoir assurer un destin à ses enfants au XXIe siècle. Il lui suffit une seule chose, de retrouver l'esprit du collectif, de préserver ses principes républicains, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et cette France-là doit régler, à mon sens, 3 problèmes. Refaire du pays un pays de production, d'entreprise, un pays capable d'assurer une éducation convenable à tous ses enfants, et un pays, enfin, capable d'assurer la fraternité entre les hommes et les femmes qui composent cette société, et une France qui s'assume dans un destin européen. Voilà ce que je souhaite pour la France en 2012. Bonne année. Merci. Bonne année. Voilà.